Bonjour, je m'appelle Xavier Moisset, je suis neurologue en France et je m'intéresse plus particulièrement aux céphalées. L'objectif de cette brève présentation est de vous donner un aperçu des données actuelles concernant la prévalence des céphalées, leurs caractéristiques, la physiologie et la prise en charge. Avant de commencer, voici ma déclaration de conflit d'intérêts. Je veux d'abord vous montrer qu'il est très difficile d'obtenir des faits établis durant la pandémie. Vous le savez tous, la pandémie a commencé il y a moins de 2 ans, mais je vais vous montrer que de nombreux articles ont été publiés et qu'il est impossible d'effectuer une revue exhaustive de la littérature. Céphalée est un terme qui revient souvent dans les articles médicaux. Voici une recherche PubMed sur le mot « céphalée » qui permet de trouver un peu plus de 100 000 articles publiés au cours des 50 dernières années. Si on cherche Covid-19, on obtient plus de 160 000 articles. Même si on se limite aux articles traitant de la Covid-19 et des céphalées, il reste plus de 1200 articles. La présentation ne sera donc pas exhaustive et je vous prie de m'excuser s'il manque une étude importante. J'ai choisi une méta-analyse de 54 articles publiés au premier semestre de la pandémie. La prévalence groupée des céphalées pendant la Covid-19 était d'environ 15%. La plupart des articles viennent d'Asie, et particulièrement de Chine. Comme vous le voyez sur la figure, quelques cas particuliers proviennent d'autres continents. On observe ici que la prévalence était beaucoup plus élevée en Europe et en Amérique. On peut dès lors se demander si c'est le cas pour les autres céphalées. Les données sur la charge de morbidité mondiale permettent de répondre à cette question. Cette carte montre que la prévalence des migraines est inférieure en Chine par rapport aux autres pays du monde. De plus, les variations dans la prévalence des céphalées peuvent s'expliquer par l'âge et le sexe. Les céphalées et les migraines sont plus fréquentes chez les femmes d'âge moyen. Il est donc important de tenir compte de l'âge, du sexe et de la région géographique lorsqu'on parle de céphalées pendant la pandémie de Covid-19. Dans cette étude menée en Europe, avec une majorité de femmes d'âge moyen, la prévalence des céphalées était de 70%. On le voit ici, sur la dernière colonne, la prévalence était inférieure chez les personnes âgées. Une autre étude européenne de moindre envergure portant sur des patients consécutifs montre une prévalence de 59% pour les céphalées d'apparition récente pendant l'infection. Il s'agit de l'une des premières études montrant que les céphalées ne sont jamais associées à la gravité de la maladie. On voit qu'il n'y a pas plus d'hospitalisation en service de soins généraux ou en réanimation pour les patients présentant des céphalées, et qu'elles ne sont pas associées à d'autres symptômes, comme l'anosmie ou la gueusie. Un mois après la disparition de la fièvre et de la dyspnée, environ 4% des patients présentaient toujours des céphalées inhabituelles. Pendant le premier semestre de la pandémie, les preuves montraient une forte prévalence des céphalées chez les patients européens et américains, supérieure à la prévalence chez les patients chinois. Nous pouvons nous demander s'il est si surprenant, en cas d'infection virale, de présenter des céphalées. Nous avons des données pour répondre à cette question. Si l'on compare nos données à celles obtenues pendant l'infection par le virus influenza, on voit que dans les 30 dernières études menées en Europe sur près de 6000 personnes, 63% des patients avaient des céphalées. La prévalence des céphalées est donc assez semblable à ce qu'on observe dans d'autres infections virales. Pour aller un peu plus loin, examinons les caractéristiques des céphalées. Dans une série de patients consécutifs en Europe, traités dans un service des urgences, 75 personnes présentaient des céphalées. L'intensité des céphalées était modérée ou sévère pour 75% des patients. Les céphalées étaient frontales ou holocrâniennes pour la grande majorité des patients. La douleur était persistante pour 70% des patients. En outre, il est important de noter que la douleur était constante pour la moitié des patients. Dans la dernière colonne, on voit qu'un simple traitement aigu était efficace pour la majorité des patients. Dans la même étude, on apprend que 25% des céphalées étaient décrites comme des céphalées de type migraine. La durée des symptômes de la Covid-19 était légèrement plus courte chez les personnes souffrant de céphalées. Les céphalées restaient présentes 6 semaines après l'apparition des symptômes pour une proportion très importante de ces patients. En effet, 38% présentaient toujours des céphalées 6 semaines après les premiers symptômes. Chez les patients souffrant de céphalées persistantes, celle-ci était souvent le premier symptôme de Covid-19. Ainsi, une infection dont le premier symptôme est la présence de céphalées est associée à un risque supérieur de céphalée au long cours, même lorsque l'infection n'est pas plus sévère que chez les patients sans céphalée. Dans cette étude européenne, menée sur un large échantillon de patients atteints de Covid-19 et interrogés par 18 médecins différents, au moins un mois après l'apparition des symptômes, la prévalence était bien inférieure, avec seulement 24%. Il n'y a pas de raison évidente à cette différence, puisque l'étude a été menée à la même période, dans la même zone géographique, et avec une méthodologie comparable. Cependant,
la description de la population n'est pas précisée, et il n'est donc pas possible de déterminer si les caractéristiques démographiques peuvent expliquer au moins en partie cette faible prévalence. Les personnes souffrant de céphalée étaient principalement des femmes d'âge moyen, et les céphalées étaient souvent le premier symptôme. Cette étude confirme les caractéristiques de la douleur, qui est généralement frontale et bilatérale, et persistante. La photophobie et la phonophobie sont présentes chez un tiers des patients. La durée médiane de la douleur était de 7 jours, mais une proportion significative de patients présentaient des céphalées persistantes un mois plus tard, 13% dans cette étude. Je le répète, il n'était pas plus dangereux d'avoir des céphalées pendant l'infection. Il n'y avait pas plus d'hospitalisation chez les patients présentant des céphalées. Pour classer ces céphalées, je vais vous rappeler la classification internationale des céphalées. Le code le plus évident pour classifier ces céphalées serait le numéro 9, une céphalée attribuée à une infection. Plus précisément, il s'agit d'une céphalée aiguë attribuée à une infection virale systémique. Mais d'autres codes sont possibles, selon le moment auquel est apparue la céphalée et tous les résultats obtenus. Il peut s'agir d'une simple exacerbation d'une céphalée primitive antérieure. Il peut aussi s'agir d'une céphalée due à la toux ou d'une céphalée due à l'hypoxie ou à l'hypercapnie. Nous parlerons plus tard des céphalées secondaires et des céphalées quotidiennes persistantes de novo. Dans cette étude, menée en Europe, plus précisément en Espagne, les patients hospitalisés pour Covid-19 avec céphalée étaient réévalués 7 mois après l'apparition des symptômes et comparés à des patients témoins atteints de la Covid-19 du même âge et du même sexe. On voit que les patients ayant des céphalées initiales étaient plus susceptibles de présenter des céphalées de tension 7 mois plus tard. Ces céphalées quotidiennes persistantes de novo, comment les définir et sont-elles propres au coronavirus? En premier lieu, qu'est-ce qu'une céphalée quotidienne persistante de novo? Selon la définition, c'est une céphalée persistante d'apparition bien déterminée et présente depuis plus de 3 mois. Lorsque l'infection est terminée, seules les céphalées persistantes peuvent correspondre à cette définition. Les céphalées quotidiennes persistantes de novo sont-elles nouvelles? La réponse est clairement non. Les premières descriptions datent de la fin de la pandémie virale de 1890, dite grippe russe ou asiatique. On trouve, dans la littérature qui a suivi cette pandémie, de nombreuses séquelles apparaissant des mois, voire des années après la fin de la pandémie. On les appelait neurasthénie, et de nombreux patients signalaient des céphalées persistantes dans ce syndrome post-infectieux. Il n'est donc pas inhabituel qu'un virus entraîne des céphalées persistantes. Concernant la physiologie de ces céphalées, la physiopathologie exacte n'est pas connue et plusieurs facteurs peuvent expliquer les céphalées. Les céphalées aiguës peuvent être dues au syndrome de libération de cytokines qui existe au début de l'infection. Plusieurs études montrent la corrélation entre taux de cytokines et céphalées. Les IRM montrent, chez certains patients, la présence d'une inflammation méningée. C'est probablement le cas de certains patients présentant des céphalées, mais on ne peut évidemment pas prescrire des IRM à tous les patients qui ont mal à la tête. Plusieurs autres facteurs peuvent induire des céphalées. C'est le cas pour les syndromes vasculaires qui sont bien décrits, comme les accidents ischémiques ou hémorragiques, la thrombose des sinus veineux cérébraux ou le PRES. C'est aussi le cas des maladies inflammatoires du système nerveux central comme l'encéphalite, la méningoencéphalite, l'œdème ou l'hypertension intracrânienne idiopathique. Dans ces cas aussi, des patients dont la Covid-19 était sévère ne présentaient pas de céphalée isolée. Mais chez les patients présentant des céphalées très sévères qui ne sont pas soulagés par les analgésiques classiques, il peut être utile de chercher ces syndromes vasculaires ou inflammatoires, dans des cas spécifiques. Pour conclure, je dirai quelques mots concernant les traitements. Pour la phase aiguë, le paracétamol et les AINS peuvent être utilisés. Ils sont suffisants dans la plupart des cas pour contrôler la douleur des céphalées et les AINS peuvent être utilisés sans augmenter le risque de mortalité en l'absence d'infections bactériennes concomitantes. Le problème des traitements est qu'ils sont beaucoup plus complexes en cas de céphalée persistante. On suggère de traiter les céphalées quotidiennes persistantes de novo en fonction du phénotype de céphalée prédominant. Pour les céphalées de tension, on recommande d'utiliser des approches non pharmacologiques comme le biofeedback, la relaxation ou la thérapie cognitive et comportementale. Pour les traitements pharmacologiques, on peut utiliser la mitriptyline, la mirtazapine et la venlafaxine. Pour la céphalée de type migraine, les traitements de première intention sont le topiramate, le propranolol et la mitriptyline. Pour les patients qui ne répondent pas aux médicaments prophylactiques, une perfusion de kétamine, la toxine botulinique de type A, la lidocaïne en 4 ou la méthylprednisolone en 4 et les blocs nerveux sont des options thérapeutiques possibles, mais pour les céphalées quotidiennes persistantes de novo, même un traitement agressif est généralement inefficace. Avec le temps, la douleur peut aussi s'estomper progressivement au fil des mois ou des années.
Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.